très heureux de vous présenter Hélène Frégé, qui est, comment on dit, éleveur, éleveuse? J'aime bien le terme éleveur, parce que je me le suis bien approprié, mais avant d'être éleveur, j'ai été une apprentie de la vie. L'agriculture, c'est d'abord tout ça, on commence tout petit. J'ai la chance d'avoir eu des parents agriculteurs, et puis dans nos milieux agricoles, il y a 40 ans, on n'avait pas de nourrice, c'était une monnaie courante, que ce soit les grands-parents ou nos parents qui nous emmènent au travail, donc il n'était pas rare que ce soit les animaux qui nous gardent avec des petits parcs en bottes de paille. Donc dès tout petit, on a été contactés, imprégnés et assaisonnés par ce vivant qui était notre quotidien, quoi. C'est ça qui m'a, comment dire, aimanté quand je vous ai entendu, c'est cette manière. Je vous ai dit, mais quel est votre parcours? Donc vous allez nous le dire, mais vous avez commencé par cette partie de l'enfance où vous dites, mais quand on est dans une exploitation agricole, en milieu rural, et particulièrement dans une exploitation agricole, on est au contact du vivant d'une manière extrêmement forte, et là on commence des apprentissages. Le vivant, c'est déjà de notre naissance, c'est nos enfants, c'est tout ce qui est autour. Moi, mes enfants, je les ai emmenés très tôt parce que le dimanche, j'ai pas personne pour les garder, donc je mettais la poussette au milieu des petits veaux. Donc le vivant, c'est ça, c'est des petits d'associer cette vie au quotidien, de mettre tout ce petit monde réuni. Et c'était l'évidence même de cette ambiance. C'est-à-dire quand les parents font la traite, on est... Quand les parents font la traite, dans un box juste à côté, il y a les petits veaux qui sont à côté, la poussette est là avec les petits veaux qui vous têtent les pieds. Et les enfants sont ravis de ce genre d'expérience. Oui, parce que c'est toujours très drôle, mais en plus c'est la sécurité, parce qu'on est juste à proximité, il n'y a aucun danger. Donc on crée un lien des petits, et le lien à l'animal s'apprend petit. Et on apprend, on voit tout ce qui se passe dans l'élevage, c'est-à-dire on voit... On se crée l'œil de l'éleveur, parce qu'on observe nos animaux, parce qu'on les côtoie, parce qu'on les caresse, parce que c'est notre quotidien du matin au soir et tous les jours, donc c'est notre quotidien. On les caresse et on les voit mourir. Et on fait ce choix-là aussi, c'est un choix. Mais même quand on est petit, on assiste à... Petit, la vie, on la connaît de la naissance à la mort. Donc dès petit, à 7 ans, il n'est pas rare qu'un enfant découvre ce qu'est la mort, ce qui aujourd'hui dans notre existence d'homme, on l'effraie, on ne veut plus l'affronter. Donc la vie avec les animaux nous permet d'avoir notre existence à nous-mêmes et de se rapprocher de notre vie. C'est vrai qu'à Paris, rarement on voit des gens égorger une poule dans la rue ou dans le métro. Sans parler d'égorger une poule, c'est notre vie. Ouais. Dans nos citoyens, on ne côtoie plus. Ouais. Alors, racontez un peu votre parcours. C'est-à-dire vous arrivez dans une famille d'éleveurs. Donc j'arrive dans dans une quelle famille région? Région Berry. Ouais. Donc facile à situer au centre. Petits éleveurs. Petits éleveurs à l'époque, mais avec l'ambition de développer des choses, d'essayer les différents élevages, parce que il faut chercher celui qui vous convient le mieux, il faut chercher celui qui vous rentabilise aussi, parce qu'il faut pouvoir en vivre. Donc on tâtonne sur l'élevage de sangliers, on tâtonne sur l'élevage de vaches allaitantes, on tâtonne sur l'élevage de vaches laitières, on tâtonne aussi sur l'élevage de poissons, et après on touche à tout. Après on mélange de tout. On touche à tout, mais on s'ouvre l'esprit, et finalement dans une ferme, le contraire, c'est d'aller chercher l'ouverture, puisque le mot ferme, c'est d'être enfermé. L'intérêt, c'est de s'ouvrir et d'aller chercher des choses ailleurs. Vous m'avez dit aussi un truc qui m'a choqué, c'est être petit dans une ferme, c'est apprendre l'autre, c'est apprendre la différence, à travers l'animal justement, dont on découvre qu'il est différent. On est proche et en même temps on constate qu'il est différent. Il est différent dans sa nature, dans son comportement, et puis amadouer un animal, c'est accepter un lien d'autorité de l'un à l'autre et de respect de l'un à l'autre. Il ne faut pas que l'animal vous empiète. Je n'ai pas le droit non plus de les malmener. Donc il faut créer ce lien et ça me renvoie moi à mes craintes. Si je suis inquiète, l'animal le ressent. Et de ce fait-là, je n'arriverai pas à créer une liaison intéressante pour que mes animaux s'expriment au mieux par la suite. Je suis en production laitière, c'est-à-dire qu'un animal stressé ne donnera pas le même lait qu'un animal qui se porte au mieux, quoi. D'accord, ça on y reviendra parce que c'est une façon que vous avez de décrire le lien à l'animal qui me paraît très intéressante. Vous faites des études? Alors comme je n'avais pas le souhait de reprendre l'exploitation familiale, à force d'être embêtée le week-end par des demandes de mon père, parce que l'exploitation c'est quand même un patriarche à la base, j'ai le souhait d'aller en chimie. Donc j'ai eu la chance de faire des études à l'extérieur et puis au bout d'un an d'expérience, CDI en main ou pas, j'ai fait le choix de rompre ce contrat pour retourner à mes racines qui finalement étaient évidentes en moi. C'était impossible de faire autrement? Vous aviez vraiment envie de faire ça?
quand vous êtes dans le monde industriel, vous n'êtes qu'un numéro. Quand vous êtes sur votre exploitation, c'est vous le numéro principal et c'est vous qui êtes maître de votre vie. C'est un luxe que je me suis octroyé à l'époque. Aujourd'hui, je ne regrette pas, même si la vache enragée, on en mange aussi. Oui. Donc vous reprenez la ferme, Oui. vous vous coltinez au père. Je me coltine à un père autoritaire, même s'il aime beaucoup sa fille. Le patriarche, c'est lui qui décide. C'est quand même lui qui valide ou pas certaines choses. Donc à un moment donné, il faut des frictions. Il faut aller affronter ses peurs. Il faut affronter l'autorité. Il y a des choses qui sont parfois humainement très, très difficiles. Donc il faut casser ça pour prendre son envol et pouvoir affronter des générations qui doivent évoluer. D'une génération à l'autre, il est nécessaire d'apporter une autre façon. L'agriculture doit évoluer et apporter des choses modernes. Donc, alors, il faut frapper. On viendra à votre système d'exploitation parce que je l'ai trouvé absolument génial. Il y a une chose que vous m'avez dite et qui m'a aussi interrogé, c'est, vous dites, quand on est dans une ferme et quand on devient un éleveur, c'est accepter de prendre des responsabilités. Ses responsabilités. Ces responsabilités, elles sont multiples. Parce que c'est la famille qui vit dans une ferme et autour de cette ferme, il y a plusieurs activités. Je suis responsable des choix que je fais dans cette ferme, je suis responsable de la santé de mes animaux, je suis responsable de mes choix économiques et il faut pour ça ménager tous ces ensembles-là. Je ne peux pas vivre les uns sans les autres. Si je suis fatiguée, je n'aurai pas la force de m'occuper de mes animaux et mon économie en partira. De même que voilà, tout est imbriqué les uns dans les autres. Donc j'ai cette responsabilité permanente sur les oreilles de goupiller tous ces aliments au niveau de la ferme. Et la responsabilité, elle est aussi vis-à-vis de l'animal, puisque la question que nous, on va tirer, et c'est vers ça que je vais vous amener, c'est le rapport à l'animal. Vous dites, en fait, il y a une communauté de destin entre l'animal et moi. Oui, c'est une formule un peu très, très belle. Très littéraire. Oui, très littéraire. Finalement, on vit en symbiose. Il y a une espèce de symbiose qui se crée où les uns et les autres vont aller ensemble. Moi, je dois apporter de l'aliment que je produis sur ma ferme d'une certaine manière pour valoriser mes productions. Et puis l'animal aussi va me redonner le garant de ce que moi je lui aurais apporté par la suite. Donc c'est tout cet esprit bien-être qui est indispensable, autant pour moi que pour lui, puisque tous les jours, il n'y a pas de répit, quoi. Oui, et puis vous êtes liés économiquement. Tout à fait. L'incidence est économique, donc c'est le facteur clé qui dit ça passe, mais j'ai fait des âneries ou j'en ai pas fait, quoi. Alors, on va revenir au lien avec les animaux, mais avant, je veux absolument qu'on fasse un détour sur votre système d'exploitation. Je ne sais pas si votre père était autoritaire, mais il a dû se dire, mais où elle va, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, c'est une ferme pluriactive dans laquelle se mêlent des vaches laitières, un troupeau de 70 vaches. Oui, c'est un joli troupeau, on va dire. Et puis une activité piscicole, de poissons d'ornement et de carpes amour blanc. Et puis derrière tout ça, j'ai aussi de carpes, quoi? Des amours blancs. Ce sont des carpes herbivores qui ont la vocation d'être mises dans les étangs pour brouter l'herbe. Ouais. J'ai des vaches qui broutent et j'ai des poissons qui broutent aussi. Un élevage de brouteurs. Voilà, tout le monde broute ensemble. Et mes sols sont aussi menés d'une manière, je dirais, en sol vivant. C'est-à-dire que je cherche aussi à développer des rotations de cultures très variées. Je cherche à être autonome au niveau de mon alimentation pour le troupeau et pour les poissons. Et la particularité, c'est que toutes les déjections liquides des vaches sont valorisées par une chaîne alimentaire aquatique dans laquelle je produis du phytoplancton et du zooplancton qui nourrissent mes poissons. Donc je purifie la flotte, directement je purifie ma flotte chargée en matière organique pour nourrir mes poissons et développer des larves de carpe-coille et amour blanc de manière plus productive. Et puis l'eau qui ne serait pas purifiée repart dans les champs pour alimenter davantage mes couverts végétaux. En matière organique. En matière organique. Sans parler du fumier qui revient aussi là-dessus. Donc les trois éléments de la ferme vivent les uns avec les autres. Et si l'un pâtit, je vais manquer de production à un moment donné et ça va me poser problème. Donc je cherche un équilibre. Je cherche cet équilibre. Je cherche cet équilibre qui est complexe parce que ce qui se passe dans un champ est déjà relativement délicat, mais ce qui se passe dans l'eau, il l'est encore plus parce qu'on ne voit pas les animaux. Donc il faut faire des mesures, il faut observer. Donc on est souvent à quatre pattes au bord des étangs, à regarder si on voit des daphnies, à regarder si on voit des crevettes, voir si on voit des larves se développer. Voilà. C'est-à-dire que ça nécessite autant d'observation qu'un champ, un tour de champ. Tout à fait. Voilà. Mais là, on est dans l'agronomie aquatique. Il y a l'agronomie de sol et l'agronomie aquatique. Ce qui est absolument génial, je ne sais pas ce qu'en pensent nos auditeurs, mais ce qui est absolument génial, c'est de voir la complémentarité et la complexité du système. Ça a été un peu long à mettre en place parce qu'il a fallu valider des choses auprès de l'administration, parce qu'on était novateurs. Et je pense qu'on a la chance d'être en France le seul système un peu comme ça.
Donc j'ai pas de mécanisation qui va venir utiliser le lisier dans les champs. Ça se fait par gravité et c'est une double économie. Économie alimentaire et économie environnementale aussi, parce qu'il n'y a pas de tracteur pour faire le travail. Sur des techniques de sol simplifiées. Tout à fait. Donc avec des couverts végétaux, avec du semis, ce qu'on appelle du semis direct, Ouais. des introductions de légumineuses en très grosse quantité pour le troupeau laitier, pour chercher le maximum d'autonomie. Si je fais les comptes de ce que j'ai besoin pour le troupeau, je suis autonome à 98%. Donc j'arrive quand même à garantir une traçabilité dans ce que je donne à mes animaux. Après, il faut quand même compléter, mais je serre les boulons. Et le troupeau, j'allais dire, de poissons brouteurs, vous les valorisez comment? Vous les valorisez pour des aquariums, pour des... Alors c'est un poisson qui est soumis à vente un peu particulière, donc il faut une autorisation, c'est l'administration qui chapeaute tout ça. Donc j'ai une autorisation préfectorale qui me permet de le vendre à des particuliers qui ont des problèmes d'herbe dans leurs étangs ou à des comités d'entreprise. Pareil, il faut des étangs fermés pour pouvoir l'introduire. D'accord. Et c'est doublement intéressant parce que l'énergie dépensée par des hommes pour faucarder l'herbe qui pousse, le poisson le fait à sa place. Et il serait doublement valorisable puisque ça peut devenir à terme un poisson de chair pour l'alimentation humaine. Donc c'est doublement intéressant. Il y a des chercheurs qui viennent Non, personne en ne vient me camping voir. chez vous J'ai ouvert les portes depuis 10 ans. l'air de rien, prendre quelques photos, non? Non. C'est une ferme comme les autres, elle est discrète et tout le monde avance. D'accord. Et s'ils venaient, vous diriez Ce quoi? serait fantastique. Ouais. Ce serait toujours très intéressant. Mais je fais rentrer des scientifiques pour d'autres recherches, enfin, d'autres réflexions, de modernisation sur les ateliers. On revient aux animaux, puisque notre temps est un peu compté. Je voudrais que vous nous parliez, parce que je trouve que vous avez une façon de parler de votre rapport aux animaux qui m'est mi-fantasmatique et larmoyante, et en même temps très, très pragmatique. C'est-à-dire que tout ce que vous m'avez dit consistait à dire qu'il fallait maintenir précisément une forme de maîtrise, tout en acceptant la réalité de ces liens avec les animaux. Alors comment... je vais prendre l'exemple de ce que vous m'avez dit. Vous avez dit, il y a des vaches, je n'accepte pas qu'elles meurent autrement qu'à la ferme, c'est-à-dire qu'elles meurent de vieillesse. J'ai des animaux qui ont eu une relation avec moi ou une relation de performance sur l'exploitation qui n'était pas digne d'une fin d'élevage, c'est-à-dire le choix de les envoyer à l'abattoir. Donc un animal de 16 ans qui avait largement fait sa carrière, qui était encore en pleine forme, mais bon, comme une petite grand-mère, j'ai laissé partir comme une petite grand-mère, parce qu'il y avait un lien au-dessus du lot. Mais chaque animal a son propre tempérament. Je n'attache pas le même lien de collaboration avec mes animaux. Pour moi, c'est une collaboration. Je me protège. Avec un chien, je suis dans une forme d'affection amicale. Avec une vache, j'ai une forme de collaboration. Parce que voilà, c'est comme mes collaborateurs avec lesquels je travaille. Il y a un échange, il y a des contacts, mais qui sont... Il faut se protéger. Je veux dire, j'ai 70 vaches. Si tous les ans, aux 20 vaches que je décide de faire partir, je m'éponge là-dessus, je garde tout le troupeau et je ne peux plus faire, quoi. Oui. Donc et même sur le plan affectif, c'est pas facile à gérer. C'est pas toujours facile à gérer. Donc à un moment donné, je pars de l'issue que je fais le choix de les élever pour une certaine fonction qu'on va remplir ensemble et je vais leur apporter tout ce qu'il faut pour que les fonctions soient bien remplies. Et puis à la fin, elles auront une fin digne d'un éleveur allaitant qui fait le choix d'élever pour une destination viande. Donc c'est une autre façon de voir la relation à l'animal. En gros, ce que vous dites, c'est que tous ces animaux sont différents et qu'il y en a certains, pour des raisons diverses, avec lesquels on va plutôt s'attacher. Tout à fait. C'est comme dans vos voisins, il y en a que vous allez plus aimer que d'autres, même là, si vous les aimez tous. J'ai une petite vache à la maison qui est une petite brune des Alpes, c'est les petites marrons là. C'est la vache des enfants. Ils montent sur la vache, ils lui font des papouilles. Bon, celle-ci, elle finira ses jours à la maison parce qu'elle sort vraiment du lot. Elle vient chercher le contact. Beaucoup d'animaux viennent chercher l'alimentation, viennent chercher un contact distant. Elle vient chercher un vrai contact. Donc je fais une distinction dans ces animaux-là. Comment vous arrivez à gérer la distance affective globale? C'est-à-dire, vous dites, voilà, j'entretiens sur la durée des relations avec des animaux. Vous acceptez facilement de savoir que ces animaux vont être abattus, ça ne vous pose pas de problème? On se blinde. On se blinde. Les premières fois où je suis partie en vacances et que je confiais la ferme à des collaborateurs et qu'il y avait une misère, en rentrant, je regrettais de ne pas être restée parce que si j'étais restée, la misère, elle ne serait pas arrivée et si j'avais su, je n'aurais pas fait. Enfin,
Donc à un moment donné, si on veut vivre soi-même, il faut se protéger parce que pour chaque intervention qui se passe dans le troupeau, on ne peut pas se détruire. Il faut que le système soit reproductif, il ne faut pas que ce soit explosif pour soi et les autres autour. Donc on est obligé de prendre une certaine distance pour faire de notre système d'élevage quelque chose qui soit respectueux de tout un tas de critères, mais qui soit reproductible pour l'avenir, et puis même quelque chose qui soit ouvert à vos développements, quoi. Et le rapport que vous avez avec les vaches n'est pas le même que le rapport que vous avez avec les poissons? Il n'y a pas d'affectif avec les poissons. Voilà, Genre, ils je sont en masse. les observe dans un comportement de troupeau, parce qu'ils fonctionnent souvent en groupe. On les voit par rapport à des effets de température où il y a des perturbations qui opèrent, mais on ne peut pas échanger de la même façon avec un poisson. Ça ne se domestique pas de la même façon qu'on peut échanger avec un animal mammifère. Quand vous entendez parler du bien-être animal et de la cause animale, du droit des animaux, comment vous entendez ça? La difficulté, c'est qu'on a tendance à amalgamer beaucoup de choses entre ce qui se passe à l'étranger dans des feedlots qui sont des extrêmes d'élevage qui n'ont pas lieu en France et l'élevage français qui est un élevage familial par excellence. On mélange le débat et on oublie que finalement en France, on est encore très très vertueux, quoi. Donc, on est dans une grande proximité. On est dans une grande proximité et il y a peu de temps, mon neveu est allé en stage en Irlande, il a vu des choses en élevage qui ne sont pas du tout celles qui sont faites en France, où il y avait un manque d'hygiène certain, où il n'y avait pas de contrôle sur les animaux. En France, dans n'importe quelle ferme que vous alliez, vous êtes tranquille. Les yeux fermés. Tout est tracé, tout est sécurisé. Voilà. Et des grosses cheptels en France, il y en a quand même très peu. Moi, j'ai 70 vaches, c'est un petit peu plus que la moyenne, mais ça reste peu. J'ai une dernière question. On vit dans un monde qui est de plus en plus urbain. C'est-à-dire, demain, là on est à plus de 50%, mais demain on sera à 60-70% d'urbain. C'est-à-dire un monde dans lequel le rapport au vivant n'est plus le même. Et entre ce que vous décrivez, et je suppose que vous avez laissé vos gamins gambader, et justement ils ont une vache. Ici c'est difficile, on a un canari, mais une vache c'est quand même compliqué. Donc qu'est-ce que ça vous évoque? C'est-à-dire comment vous voyez ça? Est-ce que vous vous dites, mais comment les urbains vont comprendre le rapport au vivant on a intérêt à continuer de garder nos fermes ouvertes, si on peut s'ouvrir et accueillir du monde de temps en temps. Mais c'est vrai que le fossé rat des villes et rat des champs est en train de se creuser. On peut avoir un discours très ouvert, mais par combien de pourcentage de la population sera entendu? C'est la difficulté. On est prêt à accueillir des gens qui qui ont un regard positif sur l'élevage, mais combien ne connaissent absolument pas l'élevage et ont vraiment des craintes sur des choses qu'ils ne connaissent pas. Donc la peur de l'autre, elle ressort aussi ici. La peur de son voisin, elle passe par là, y compris dans ce qui se passe dans l'élevage. Ouais. C'est un problème de relation aux autres qui s'établit dans tout ça. D'accepter la différence et de gérer la différence. Tout à fait. Ce que je trouve génial dans ce que vous dites, c'est que vous ne niez rien du caractère technique de cette relation, du caractère économique de cette relation, et que quand on vous entend, on voit que qu'il n'y a pas de manque de respect. C'est-à-dire que vous pouvez, y compris, développer des relations affectives choisies, en sachant qu'effectivement, on est dans ce rapport-là au vivant, en fait. De mort, de naissance, voilà, et de collaboration. Parce que c'est du bon sens. Le mot, il est là. Ouais. C'est du bon sens et qu'il y a une logique à tout ça et que derrière, il faut que je sorte un salaire, que ce soit pour moi ou mes salariés, parce que je fais vivre du monde aussi sur cette exploitation, des gens de l'extérieur. C'est aussi une forme nouvelle dans l'agriculture, c'est que maintenant, on fait rentrer des gens, on n'est pas seulement en familial, on s'ouvre ailleurs. Donc il faut que ma ferme, c'est aussi un outil de travail, c'est aussi une entreprise, mais une entreprise dans laquelle la cohérence se veut durable. Le durable, c'est l'environnement, mais c'est l'humain dans une économie aussi. L'humain dans le vivant, partie prenante du vivant, et dans un cercle. C'est un cercle dans lequel il faut trouver un triangle équilibré. Mais il faut les 3 pointes pour que ça marche, sinon c'est pas la peine. Merci beaucoup.